Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast qui va parler des maisons containers. Vous avez été nombreux à voir l'une de mes dernières vidéos qui, en gros, me suivait sur une journée type d'un de mes travails, qui est en l'occurrence maître d'œuvre en maison container. Euh, je vous ai emmené sur un chantier d'une extension de maison qui n'est pas terminée, hein, le chantier est toujours en cours. Et vous avez pu voir la pose des containers, vous avez pu voir quel type de matériel on utilise pour les poser justement. Et comme vous avez été nombreux à me poser des questions, j'ai décidé de vous faire un podcast sur ce sujet des maisons containers. Pourquoi je me suis mis sur ce marché? Qu'est-ce qu'on peut espérer de construire une maison container? Donc on en parle tout de suite. On remet les choses dans le contexte. Il y a une vingtaine d'années, je me lance dans l'import. Je sympathise avec mon transitaire de l'époque et puis ce transitaire finit par m'inviter au Havre et me fait faire le tour du port. Et je vois sur le port des montagnes de containers, mais des montagnes de containers vides. Et je lui dis, mais écoute, qu'est-ce qu'ils en font, quoi? Et il me dit, bah écoute, il y en a quelques-uns qui repartent, mais la plupart du temps, c'est laissé là, c'est stocké, jusqu'à ce que ce soit démantelé quand il y en a trop. Parce que généralement, un container, s'il est bien rempli, il est payé dès le premier voyage. C'est pour ça que sur le marché, vous trouvez des containers d'occasion qui ont en gros une vingtaine d'années de mer, qui sont toujours logiquement dry, c'est-à-dire qui sont étanches. Et vous trouvez aussi des containers premier voyage. Alors les premiers voyages, soit ce sont des premiers voyages, soit ils ont fait 5-6 voyages, le temps d'être amortis, mais ils sont quasiment neufs. C'est ça la différence de ce que vous voyez sur le net entre l'occasion et le premier voyage. Euh, et je lui dis, mais écoute, il n'y aurait pas un truc à faire, je sais pas, on peut faire des habitats, on peut faire plein de trucs. Je rentre du Havre et puis l'idée trotte dans ma tête et je me dis, mais non, mais attends, on peut faire des corners. Les corners, vous savez, c'est ces cafés qu'on fait en coin de rue. On peut très bien faire ça dans un container, les friteries, les choses comme ça. Donc ça, c'était il y a 20 ans. Et, euh, et je me dis, mais au-delà de ça, on peut aussi faire des habitats. Ça peut très bien faire des petits appartements, des studios, des choses comme ça. Et si on les jumelle, on peut très bien augmenter la superficie de ces containers et faire des habitats un peu plus grands. Vu que de toute façon, on peut les empiler sur 7 ou 8 étages, qu'un habitat ne charge jamais à 21 tonnes un container, mais jamais de la vie. Donc on est large pour quand même accueillir des gens là-dedans. Donc l'idée fait son bonhomme de chemin. Je ne peux pas le faire tout seul parce qu'il faut en gros être maître d'œuvre. Et au fil des années, je garde ça dans un tiroir. Je retrouve un pote il y a 3-4 ans de ça, qui est maître d'œuvre, qui est ingénieur structure. Et je lui parle de ce projet. Il me dit, mais écoute, Pierre, je te connais depuis des années, je sais ce que tu peux faire en société, mais carrément, le projet, il est top, on y va. Donc, je m'associe avec mon collègue, qui lui a aussi une société de maîtrise d'œuvre de son côté, qui lui est sur le traditionnel et sur la rénovation. Donc, on lance notre société de maîtrise d'œuvre en maison container. Pourquoi on lance ça? C'est qu'on s'est dit que les containers pouvaient très bien être recyclés. L'avantage qu'il y a, c'est qu'ils ont une structure qui est déjà autoportante. Tous les bardages que vous voyez autour des containers, généralement, les bardages, ils tiennent pas grand-chose. Sur les 6 mètres de long, sur les 12 mètres, effectivement, ça rigidifie un peu la structure, mais c'est pas non plus rigidifiant à ce point-là. De par leur structure, ils sont quasiment parasismiques. On a vraiment une structure qui est ultra solide. Et l'avantage qu'il y a, c'est que quand c'est posé un container, vous avez déjà la structure de la maison. Donc on va les jumeler, on va les souder, les boulonner, les souder. Et entre eux et au sol. Donc c'est vrai que la plupart du temps, quand vous verrez mes vidéos sur les chantiers, vous voyez que les containers, ils n'ont pas encore les cornières au sol, ils ne sont pas encore fixés au sol, mais ça fait partie du plan. Comment on les construit? En tant que maître d'œuvre, on a pris parti d'optimiser au maximum avec l'Aéro 2020 toutes ces déperditions de chaleur et toutes ces choses-là. Donc on a optimisé tellement qu'on va isoler intérieur-extérieur, donc double pot. L'avantage de l'isolation intérieure, on laisse un petit vide d'air qui nous permet de passer des câbles électriques notamment.
Sur l'extérieur, pareil, on fait un vide d'air plus une peau extérieure. Donc, euh, sur des pays, vous allez pouvoir voir le bardage à l'extérieur parce que ça ne nécessite pas forcément une isolation de folie. Donc c'est pour ça qu'on a ce côté industriel. Nous, en France, on a tellement d'écarts de température, alors et encore plus en Auvergne, des écarts de température, que le côté industriel du container, on ne peut pas le garder. Ou alors, il faut remettre, c'est-à-dire faut isoler sur l'extérieur et remettre un bardage pour ramener un peu ce côté industriel. Quelqu'un qui n'aura pas suivi la construction euh, ne saura pas que c'est une maison container. Voilà. Au final, la maison ressemblera à une maison traditionnelle. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent se lancer dans le projet de l'autoconstruction. Alors, je ne suis pas contre. Il n'y a pas de problème avec ça. Euh, il y a juste une chose qu'il faut savoir, et ça, c'est pas moi qui le dis. Il y a déjà des youtubeurs qui en parlent de ces problèmes d'autoconstruction, que ce soit sur du container, de la maison en paille ou des choses comme ça, de la maison, des habitats un peu de demain, j'ai envie de dire. C'est que ces personnes, lors de la revente de leur maison, ils ont des problèmes parce que c'est des chantiers qui n'ont pas été suivis par des maîtres d'œuvre ni par des architectes. Et sur la décennale, eh ben, il n'y a pas de décennale, il n'y a pas d'assurance décennale. C'est-à-dire que c'est une garantie qui, pendant 10 ans, va couvrir n'importe quel dommage de construction que la maison pourrait avoir. Alors vous allez certes pouvoir prendre une dommage ouvrage de votre côté par le biais de votre assurance, et même là j'ai mis un petit bémol, donc c'est à voir en fonction des compagnies. Mais si vous êtes autoconstructeur, vous n'aurez pas de décennale. Alors par contre, j'ai une bonne nouvelle, c'est que vous pouvez très bien réaliser entièrement votre maison, container pour l'exemple, hein, tout seul, mais vous pouvez aussi prendre à côté un maître d'œuvre qui va venir soutenir le projet, qui va lui, en gros, venir valider ce que vous êtes en train de faire, s'il y a des choses à refaire selon ce que lui, il vous dit, vous allez les refaire, lui va valider le projet. Et l'avantage qu'il y a de faire ça, certes, ça va vous coûter un petit billet, mais l'avantage qu'il y a, c'est que le maître d'œuvre que vous prenez va lui appliquer la décennale sur cette maison container d'autoconstruction. Et ça change tout parce que lors de la revente, vous pourrez dire oui, je l'ai construite, cependant, j'ai pris un maître d'œuvre qui applique sa décennale dessus, donc vous vous retrouvez avec une maison qui a été validée par un professionnel. Et ça, c'est vraiment top. Je regarde mes notes. Donc, pour le coup, euh, vous avez une maison qui va vous coûter peut-être un peu plus cher on va dire qu'une maison construite en autoconstruction, parce que vous prenez les services d'un maître d'œuvre, mais au final vous y retrouverez parce qu'elle vous coûtera moins cher que de prendre des artisans, mais vous aurez quand même cette garantie de décennale sur le bien que vous aurez construit. Qu'est-ce que je vais vous dire des maisons containers? L'avantage qu'il y a de ces maisons, c'est que si vous partez à la base sur une maison de plein pied, le truc qui est top, c'est que c'est entièrement modulable. C'est-à-dire que demain, vous imaginez vouloir rehausser la maison, vous allez démonter une partie du toit. Nous, on travaille sur des panneaux sandwich type industriel, avec une couverture qui ressemble à des couvertures type tuile, maison traditionnelle. Et vous démontez cette partie, vous allez empiler le container que vous voulez rajouter et faire une remontée avec un escalier sur le dessus de la maison, et vous allez pouvoir remonter la partie que vous avez démontée du toit sur cette partie que vous venez d'ajouter. Donc j'ai envie de dire que c'est extrêmement modulable. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de perte, il y en a un petit peu, mais je pense qu'on peut s'y retrouver. L'avantage des containers aussi, c'est que vous pouvez très bien les utiliser pour de l'extension de maison. C'est-à-dire que vous avez une maison traditionnelle, eh bien vous pouvez très bien faire une extension en container. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre avec? Vous pouvez faire des pool house. On a des projets de pool house qui sont en train d'être étudiés. On peut très bien faire du Airbnb. J'ai envie de dire que les gens qui prennent du Airbnb, ils n'ont pas besoin de 100 mètres carrés, quoi. Ils ont la possibilité d'être dans un Airbnb qui va faire 20 mètres carrés. C'est des gens qui généralement vont faire du tourisme, donc ils rentrent au Airbnb pour se doucher, manger, dormir. Donc le Airbnb, ça peut être pas mal en maison en type d'habitat container. Et voilà. Donc écoutez, j'espère que ce podcast vous y verra un petit peu plus clair sur ces habitats containers qui, pour moi, sont quand même des habitats de demain. On a de plus en plus de professionnels et d'architectes qui se mettent là-dessus. Et je trouve ça vachement bien parce que ça permet aussi de recycler des containers qui pourraient partir au démantèlement.
et qui au final coûte un petit peu cher. À l'intérieur, nous, on traite en panneau bois parce qu'on va essayer d'optimiser pour le recyclage. Que si on traite en panneau type placo, déjà on peut avoir de l'effet de cisaillement parce que faut pas se leurrer, le container reste de l'acier, ça travaille même si c'est bien isolé. Donc si c'est pour refaire les bandes tous les 4 matins, c'est non. Donc on va préférer des matières qui ont une vie, type bois, pour faire les cloisons à l'intérieur. On fait de la cloison en type américaine. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère vous avoir donné des astuces, j'espère vous en avoir appris un petit peu plus sur ces habitats containers. On va continuer de faire évoluer tout ça. Et en attendant, nous on s'éclate parce que c'est un Lego grandeur nature. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ça fera peut-être l'objet d'un prochain podcast. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures sur le monde de l'Umpy. Tchuss!